Nous partons pour l'Afrique australe avec arrivée à Windhoek en Namibie. 11h40 de vol avec escale et changement à Addis Abeba en Éthiopie. L'Afrique australe est un terme qui désigne la partie sud du continent africain, au sud de la forêt équatoriale. Les pays qui composent l'Afrique australe sur le continent africain sont l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Swaziland, l'Angola, le Botswana, le Mozambique, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. L'Afrique australe est si vaste que nous ferons qu'une petite partie de celle-ci. L'attrait particulier de la Namibie réside dans son immensité, une fois et demie la France, soit 824 269 km², pour une population de 2 700 000 habitants en l'année 2021. Colonie allemande de 1884 à 1915. En 1890, la bande de Caprivi est faite pour donner accès aux Allemands au fleuve Zambèze. En 1919, suite à la Première Guerre mondiale, l'Allemagne doit renoncer à ses colonies en Afrique. Puis, sous mandat africain à partir de 1920, la Namibie accéda à son indépendance le 21 mars 1990. Limitrophe avec 4 pays, l'Angola au nord, la Zambie au nord-est, le Botswana à l'est et l'Afrique du Sud au sud. À l'ouest, sa façade maritime, l'océan Atlantique. Notre parcours, arrivé à Windhoek et départ pour la découverte des plus hautes dunes du monde à Sossusvlei. Ensuite, direction le Cap Cross pour les otaries à fourrure. Puis le site de Titilfontein pour ses gravures rupestres. Au long de la piste, arrêt à un village Imba. Safari dans le parc d'Etosha. Rencontre avec un peuple de Bushmen à Gracoek. Puis nous prenons la direction de la bande de Caprivi, jusqu'aux chutes Victoria, tout en visitant les plus beaux sites aux environs. Et vol retour pour la France. Pour notre véhicule 4x4, c'est la fin du bitume et le début de centaines de kilomètres pour allier Sestriem, dans le parc de Nocluet, un monde de dunes. Il nous faudra plus de 4 heures en alternant des fonds de vallées magnifiques. Des paysages désertiques. Arrivé au camping de Sestriem, au cœur de la réserve de Nokluk, qui nous offre un accès privilégié pour le lever du soleil. Tôt le matin, nous partons pour voir le lever du soleil sur la dune Elim. Nous prenons de l'altitude tout en apprenant à marcher dans le sable. Dans la montée, Thierry. Couleur incroyable de cette vallée. Rencontre d'un oryx, animal emblématique de la Namibie. Des dunes à perte de vue. Encore quelques centaines de mètres pour atteindre le sommet de la dune. En bas, la rivière éphémère Tsotchobe. Lever du soleil tant attendu. C'est une sensation étrange que de se trouver parmi ce monde de dunes. Et maintenant, avec cette remorque tirée par un tracteur, nous partons pour la dune 45, dune étoilée, la plus haute. Sossusvlei est un désert de sel et d'argile, un site somptueux qui offre d'impressionnantes dunes de sable rouge. Le melon Nara, espèce de melon sauvage. Celui-ci s'apparente à une providence pour quelques animaux, qui en le consommant puisent son eau. Fleurs rouges dans ce monde hostile. La dune 45 de Sossusvlei culmine à 800 mètres d'altitude et présente une élévation de 325 mètres,
ce qui en fait une des plus hautes dunes au monde. Nous jouons les équilibristes sur l'arête de la dune. Le plus vieux désert de la planète, âgé de 80 000 ans, constitué par accumulation des grains de sable que les vents ont transportés venus de l'est du continent africain. Sommet culminant de la dune, d'où s'élancent les randonneurs pour la descente. Montée éprouvante, mais quel spectacle et quel paysage splendide une fois en haut. Le temps semble s'arrêter. La dite vlée est un spectacle étonnant. La descente va s'effectuer en ayant pris soin de mettre des guêtres afin que le sable ne rentre pas dans les chaussures. Il y a quelques centaines d'années, une rivière à proximité a débordé. Elle a rempli une immense cuvette d'eau formant un marais. Des arbres ont pris racine et ont poussé. Puis les dunes qui avaient la bougeotte se sont déplacées, se sont fermées et ont fini par bloquer l'arrivée d'eau. Le marais s'est tari, laissant les arbres mourir de soif. L'outarde de Rupel est endémique de l'Afrique australe. Nid de tisserand social, petit oiseau banal de 14 cm de long. Ce qui fait sa spécificité, c'est son fonctionnement en colonie de plusieurs dizaines d'individus qui nichent dans d'immenses nids communs. De retour à notre campement, on remarquera notre grand véhicule 4x4 équipé de 2 panneaux solaires sur le devant de l'habitacle pour la recharge de nos smartphones et de nos batteries d'appareils photo. Et il possède également un toit ouvrant pour les visites de parc. Le canyon de Sestrième, qui s'étire jusqu'aux dunes, est un point majeur. Quand il y a de la pluie, le canyon s'inonde très vite. Et l'eau continue de creuser la roche datant de plus de 15 millions d'années. La vipère du désert de Namibie, la vipère de Pernigué, dont sa morsure est mortelle dans les 15 minutes. À la sortie du canyon, les oryx gazelles vivent en troupeaux de plusieurs dizaines d'individus. Le springbok est une antilope sauteuse. Des autruches mâles, reconnaissables à leur plumage noir et blanc. Des oryx emblématiques avec leurs cornes d'environ 1,20 m de longueur. Solitaire, petite localité à proximité du parc national Noordkloot, porte bien son nom Solitaire, car au milieu de nulle part. On y trouve une station-service où nous avons fait le plein de notre véhicule, une église, un restaurant, une boulangerie et de vieilles carcasses de voitures. Planté au milieu de rien, cela fait quelque chose de passer le tropique du Capricorne. Nous longeons un paysage lunaire. Dans ces herbes grillées par le soleil, une loutarde kauris, cette grande espèce d'oiseau capable de voler, est la plus lourde au monde, environ 20 kg. Massif de schiste. À côté de Walvis Bay, ville portuaire située sur la côte, on y observe des flamants roses nains. À Cap Ross, on accède à un spectacle magnifique, tant par la vue, mais aussi par l'odeur épouvantable de plus de 100 000 otaries à fourrure, 300 000 en saison. Vautrées sur les rochers noirs, elles vivent en famille dans un brouhaha de cris sourds et une odeur qui demande un temps d'adaptation afin de pouvoir s'approcher. À perte de vue, nous suivons la piste tantôt ocre, terre de sienne ou couleur sable. Ce criquet à armature est aussi omnivore.
Le massif du Brandberg abrite le point culminant de la Namibie, à 2573 mètres d'altitude. Ce massif est également connu pour ses très nombreux sites de gravures rupestres. Tôt le matin, nous partons à la découverte des gravures rupestres. Lever de soleil sur ces massifs. Le daman des rochers a une personnalité, ici en sentinelle pour ses confrères. Au pied de ce massif, départ pour la découverte des gravures rupestres. Nous prenons un guide d'Amara. Au départ, une main courante est nécessaire pour la monter dans de bonnes conditions. Sur ce massif, une énorme pierre en équilibre. Nous sommes quelquefois dans un milieu assez hostile. Cet arbre, le Terminalia, connaît de nombreuses vertus, entre autres médicinales. Les feuilles, sous forme de décoction, sont utilisées contre la constipation, le ver solitaire, les maladies de peau et bien sûr en teinture. L'arbre pasteur donne des fruits et si l'on en mange par excès, ces fruits nous indisposent. Une décoction de ces feuilles est donc nécessaire pour pallier à ce mal, comme pour bien d'autres maladies, d'où son nom, arbre pasteur. Ici, c'est l'école pour les enfants. Nous sommes tous assis devant des gravures rupestres que notre guide d'Amara nous explique. Notre guide d'Amara nous fait l'explication avec des clics de sa langue, le parler chez les Damara. Des animaux étaient gravés sur la roche pour faire connaître aux enfants et aux futurs chasseurs leur nom. Ici, un buffle. Plusieurs dizaines d'animaux étaient gravés sur ces roches. En bas, une girafe à moitié effacée. Devant ce massif, l'Aloedichotoma, l'arbre arcarquois. Les branches sont utilisées par les Bushmen pour fabriquer les étuis pour leurs flèches. Le Forbia trigona, capable de stocker de l'eau dans ses feuilles et ses racines, ce qui lui permet de survivre dans ce milieu hostile. Milieu où vivent ces plantes. L'usage des mains est souvent nécessaire. L'Aloedichotoma ou arbre carquois se trouve essentiellement en terrain rocheux. À gauche, le Commiphora wildil ou la myrrhe de Namibie qui sont cultivés par les Imba. La myrrhe est récoltée sous forme de résine qui suinte directement sur l'arbre. Récoltée pour le monde de la parfumerie depuis 2004. Le Brandberg, massif montagneux abritant le point culminant de la Namibie. Le Koningsteen, à 2573 mètres d'altitude. En bas, des Springboks paissent l'arbre grillé. Nos premiers zèbres. Les zèbres de Bourchel ou zèbres des plaines arborent de larges rayures qui se rejoignent sous le ventre en une barre horizontale. Ils vivent en troupeaux de plusieurs dizaines d'individus. Le zèbre de Bourchel vit dans la savane, les steppes, la forêt et les broussailles. Arrivé à notre terrain de camping, où cette voiture tire un engin qui aplanit la piste. Cette découverte fait office de nifleuse. Dans cet acacia, des nids de tisserins. Cet oiseau, le tisserin, est très agile avec son bec et ses pattes. Le nid, sorte de boule sphérique faite de filaments arrachés à de grandes feuilles et tressés entre eux, dont l'entrée se trouve en dessous. Fleurs jaunes dans ce milieu hostile. Enfants d'Amara tenant un petit commerce pour les touristes. Leur village, Spikkoper, où ils reçoivent l'électricité venue d'Afrique du Sud. Enfants ravis de nous voir. La pose pour la photo ne se fait pas attendre. Le terrain est donné par l'État
afin que la population ne soit plus nomade. L'école du village. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, il n'y a pas de cours. Un autre bâtiment de l'école. À l'intérieur de l'école, la cuisine où ces femmes s'affairent pour la préparation d'un repas pour demain. Car demain, il y aura des obsèques, dont beaucoup de monde à nourrir. La photo est nécessaire. Non loin de l'école, une infirmerie. Nous sommes accueillis par notre infirmière, nous expliquant sa venue dans ce pays, où elle n'y restera que 2 ans pour repartir dans une autre contrée. Et maintenant, nous partons randonner dans les montagnes du Spitzkop, amoncellement de pics granitiques. Le bridge Spitzkop, pour Spitzkop, est superbe. À côté, un haut plateau herbeux. Et une piste. Nous sommes chez les Imba, peuple autochtone bantou situé dans le Kaokoland. Leur campement forme un ensemble de petites cases coniques disposées autour de l'enclos à bétail. Les cases ou huttes des Imba sont toutes rondes. Elles sont maçonnées avec de la terre mélangée avec de la mousse de vache, sur une armature en bois de modane. Les femmes Imba tissent leurs cheveux avec des morceaux de tissu pour renforcer leurs tresses. Puis elles enduisent ces tresses avec une pâte d'ocre et de beurre. Au bout, elles rajoutent de faux cheveux pour donner encore plus de volume. Confection des tresses. Les femmes Imba enduisent leur corps avec de l'ojis, un mélange de poudre d'hématite et de graisse animale qui protège leur peau du soleil. Confection de cet ojis. Ici, les femmes s'enduisent chaque matin de cette pâte qui les protège du soleil et des piqûres d'insectes. Ces objets artisanaux sont ici pour les touristes après leur visite. Rythmés par le claquement des mains, les chants et les danses s'adressent aux ancêtres et aux touristes. Plus loin, au long de la piste, des Hereros. Un peuple africain parlant le héros est une population fière où les femmes portent des robes et des coiffes victoriennes. À Tuilfeldfontein, découverte des plus grandes concentrations de gravures sur roches d'Afrique. La plupart de ces œuvres, bien préservées, représentent des animaux. Les parties gravées datent de l'âge de pierre. On remarquera ces girafes, éléphants, oryx, autruches. Ce site forme un ensemble cohérent de qualité. Nous sommes ici, en haut, au centre de la carte, le parc des Tochas. Deux autruches, les plus grands oiseaux vivants, avec au centre une termitière. Des zèbres de Bourchel ou zèbres des montagnes, et un jeune springbok. Le springbok, un animal devenu symbole en Afrique du Sud, dont le nom afrikaner signifie animal sauteur, de par son aptitude à exécuter de grands bonds lorsqu'il est poursuivi par un prédateur, tel le lion, le léopard ou le guépard. L'autruche, le seul oiseau incapable de voler. Le chacal à chabrac est présent quasiment partout en Namibie. La girafe se distingue par un très long cou qui lui permet de déguster les plus hautes branches sans effort. Les zèbres de Bourchel ou zèbres des plaines se distinguent du zèbre des montagnes par ses rayures moins denses, surtout au niveau des pattes, et sa crinière moins hérissée. Des éléphants, les plus grands animaux terrestres actuellement, mesurent en moyenne 4 mètres de haut à l'épaule et pèsent environ 6 tonnes pour le mâle
contre 4 tonnes chez la femelle. Là, ils partent en convoi se rafraîchir à un point d'eau. Les voici arrivés au point d'eau. L'impala mâle mesure de 80 à 80 cm de hauteur au garrot. Il se démarque par de hautes cornes cannelées en forme de S ou de lyre dont la femelle est dépourvue. Les koudous femelles vivent en troupeaux d'une dizaine d'individus. Le koudou femelle est une grande antilope dont son pelage brun est recouvert de 5 à 12 rayures verticales. 2 girafes mâles en parade nuptiale avant l'accouplement. Le gnou noir, une antilope au masque africain et dont l'allure fait penser à une vache. Le zèbre de Burchell ou zèbre des plaines est herbivore. Sa vitesse de pointe contre les prédateurs est de 80 km/h. Le soir, les éléphants viennent se rafraîchir à ce point d'eau. Et ce sont des barrissements incessants. Coucher de soleil. La cresserelle aux yeux blancs est un petit rapace de la famille des falconidés. Malgré sa taille modeste, 35 cm de long pour 75 cm d'envergure. Elle chasse principalement les insectes à l'affût d'une branche au milieu de la savane. L'hyène tachetée est la plus grosse des hyènes. L'hyène vit dans les savanes où elle se nourrit de charognes, mais chasse aussi les antilopes. L'oryx gazelle, que l'on prend parfois pour une antilope, vit dans les dunes désertiques de la Namibie. Il est capable de se passer d'eau pendant de longues périodes. Des zèbres de Burchell et des gnous. Le zèbre de Burchell est un ruminant. Deux chacals à dos noir dans la savane. Le serpentaire arpente son territoire en marchant, débusquant ses proies en tapant au sol et courant les ailes déployées si besoin pour les capturer. Sa nourriture peut être des reptiles, serpents, petits oiseaux, œufs, petits mammifères, amphibiens, tortues, insectes. Au sommet de cet arbre, l'aigle ravisseur est une espèce de rapace diurne. Les girafes ont un cou pouvant atteindre 2 mètres de long. La girafe mange les feuilles de cet arbre en fleurs. L'auto-chanteur guette depuis son perchoir et fait un vol rapide sur lézards, oiseaux, mammifères ou gros insectes. Un serpentaire cherchant sa proie. Le rhinocéros noir, grand mammifère au corps massif qui porte 2 cornes sur le nez, celle de l'arrière étant plus petite, se camoufle dans ce milieu. Un impala mâle. Un lion et 2 lionnes à côté d'un plan d'eau aménagé. Plus haut, un lion et 2 lionnes. Ce font le festin d'un éléphant qu'ils ont tué. Plus loin, 2 jeunes springboks, animaux les plus rapides au monde, 80 km/h. Un koudou. Parmi ces acacias, des zèbres de Burchell. Le springbok doit son nom au son impressionnant dont il est capable pour échapper à un prédateur. Le gnou noir, mammifère herbivore à la recherche de pâture. L'autruche femelle possède un plumage gris-brun. L'oryx est bien adapté au désert,
La température de son corps peut atteindre 45 degrés Celsius. Il se nourrit de melons, de racines et de tubercules qui lui apportent son besoin en eau. Le springbok est une gazelle montée sur ressort. Comme son nom l'indique en anglais, spring, ressort. Au point d'eau, autruche, springbok. Chez l'autruche, le mâle possède un plumage noir avec ses ailes et sa queue blanche, tandis que la femelle a un plumage gris-brun et plus petite. Les gnous se nourrissent principalement d'herbes. De leur hauteur, ces girafes mangent les feuilles des arbres. Le pan d'Etosha que nous voyons de couleur vert-blanc, qui couvre 4800 km², est un lac asséché avec 130 km de longueur et couvrant jusqu'à 50 km de largeur. Il est le plus grand marais salant dans l'Afrique. En saison humide, le pan d'Etosha est inondé. L'eau présente dans son bassin est alors saturée de sel. Une lionne, mammifère carnivore sur son territoire. Dominant les prairies africaines, la girafe est le plus grand des mammifères terrestres, pouvant dépasser parfois 5,50 m de hauteur. Cette girafe est un mâle, car le haut de ses cornes est dépourvu de poils, dû à la parade pour conquérir son âme sœur. Une lionne à l'affût d'une proie. Dans le pan d'Etosha, un éléphant s'abreuve à ce point d'eau aménagé. Le rhinocéros, un animal en danger. Ils peuvent mesurer 4 mètres de longueur pour 1,50 m à 2 mètres au garrot. C'est le plus gros animal après l'éléphant. Le chacal, prédateur et charognard. Serpentaire à l'affût. L'origine de cette casserole minérale naturelle remonte à plus de 100 millions d'années. Etosha Pan était alors un lac alimenté par la rivière Cumène en provenance d'Angola. Les résidus de sel sur le lac asséché forment aujourd'hui de petits monticules d'argile et de sel qui servent de pierre à lécher à certains animaux du parc. Hyène en chasse avec une oie d'Égypte. Le bubalrou se nourrit principalement d'herbes et de feuilles. L'éléphante et ses éléphanteaux viennent s'abreuver. Des zèbres de Burchell. Éléphants et zèbres. Éléphants et gnous. Cette famille d'éléphants part se rafraîchir et s'abreuver. Toutes ces bêtes se retrouvent à ce point d'eau. Les zèbres de Burchell mangent de l'herbe, des graminées, des écorces et des roseaux. Il doit boire au minimum une fois par jour, donc être à proximité d'un point d'eau. Des springboks mâles et femelles. Troupeau de gnous se reposant dans la savane. Un koudou femelle. Traversée de la piste par des koudous et des zèbres de Burchell. Le dik-dik est une antilope naine qui mesure à l'épaule de 30 à 43 cm. Il pèse de 3 à 4 kg. Girafe et zèbre de Burchell près de ce point d'eau. Girafe faisant une parade pour conquérir l'âme sœur. L'aigle ravisseur, une espèce de rapace diurne. Notre groupe devant la sortie du parc d'Etosha. Au long de notre piste, des panneaux de signalement nous mettent en garde.
Après quelques temps de transfert, arrivé à Grakoek, village de Bushmen. Notre véhicule ne pouvant accéder à ce campement, nos bagages et notre matériel pour la nuit sous tente sont transportés par nos soins et avec l'aide des Bushmen. Nous sommes accueillis par une myriade d'enfants et de femmes devant le lieu où ils ont confectionné des objets pour les touristes. Installation de notre campement. Autrefois, les huttes des Bushmen étaient construites à partir de branches, de branchages, avec également un agglutinement de terre et de paille. Une famille de Bushmen est souvent importante, environ de 45 personnes. Un homme peut avoir 7 femmes, ce qui justifie le nombre important d'enfants. La confection d'arcs pour chasser nous est expliquée en anglais. La confection de flèches, travail du bois, et nous partons à la découverte de la nature. Cet arbre donne des fleurs. Fleurs que font sécher les Bushmen pour en faire des décorations. Pose d'un collet pour attraper une bête sauvage. Notre Bushman en position d'attaque d'un gibier. Charmante jeune fille couverte de bijoux, faite de plantes et de fleurs naturelles séchées. Des chants et des danses vont nous être offerts. En remerciement de leur hospitalité, nous leur offrons des denrées alimentaires. Les maisons de nos Bushmen aujourd'hui, où le confort n'est toujours pas au rendez-vous. Ils possèdent l'électricité que l'État leur offre, mais n'ont pas l'eau courante et le sanitaire. Ils ont des latrines à l'extérieur. L'électricité vient de l'Afrique du Sud. Ce troupeau de vaches est guidé le long de la piste dans un endroit plus sûr. Nous arrivons dans la bande de Caprivi, corridor long de 450 km et large de 30 km. Cette bande s'étire comme un doigt vers les chutes Victoria. Plusieurs parcs nationaux y sont dessinés. Nous ferons un safari dans le parc de Mengo, du canoë sur la rivière Kobe. Nous entrons au Botswana pour un safari dans le parc Kobe, du bateau dans les marais de Lianti. Puis nous prenons la direction des chutes Victoria. Nous suivrons la rivière Kobe. Nous partons sur ces canoës pour observer de nombreux oiseaux le long de la rivière. Des aigrettes intermédiaires ne bronchent pas au passage de notre bateau. Le vent courbe un peu les roseaux. Le cormoran africain est une espèce d'oiseau aquatique. Les marais de la rivière Kwando. Une fleur de nénuphar. Kalao du Damara ou Kalao de Namibie. Il se nourrit d'insectes, de petits vertébrés, grenouilles, lézards, serpents, petits oiseaux, petits mammifères, et l'escargot complète ce régime. Un héron Goliath. Le nom de cet oiseau vient de sa grande taille. Goliath était un géant de 3 mètres que l'on retrouve dans l'histoire biblique dans son combat contre David. Nous pénétrons dans ce monde de marais. Des Yellow-Billet Stork, en français des cigognes à bec jaune. Ils se nourrissent en particulier de termites, de fourmis, de coléoptères, de chenilles et de sauterelles. Un hippopotame. Ils sont environ 3300 à vivre en Namibie et aux alentours. L'hippopotame est amphibien, est une espèce de mammifère semi-aquatique. Les hippopotames sont classés comme vulnérables.
Quand il ouvre sa gueule, cela veut dire dégager. Sur les berges, ces nids collectifs peuvent abriter pas moins de 5000 guêpiers à front blanc. Ces guêpiers à front blanc mangent principalement en volant des insectes. Le gobe à croissant femelle, aussi appelé waterbook. Un coudou. Un springbok commun. Une autruche mâle. Merle métallique au magnifique plumage. La rivière Kwando. Le long des berges, 2 crocodiles. Immensité des marais. Des papyrus. Les singes vervés sont faciles à reconnaître et abondants en Afrique australe, et donc ici au nord de la Namibie. Ils sont très interactifs et amusants à observer. Mignon bébé vervé dans l'arbre. Dans ce marais, un gnou et un impala. Ce mâle autruche est un père très attentionné. Chez les animaux, ce sont les femelles qui s'occupent des bébés. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, son bébé. Des swami impala dans le nord de la Namibie, reconnaissables à leur museau blanc. Remarquez le nez de ce swami impala, son museau est blanc. Un baobab. Le tronc de ce baobab est lacéré par les défenses d'éléphants. Dans ces marais, ces buffles paissent. Beaucoup de bêtes se côtoient, crocodiles et des dendrocines veufs de la famille des canards. Au fond, des swans. Au centre, sur les branches de l'arbre, des vautours en attente et aux aguets. Des vautours de Rupel. Un yellow stork ou cigogne avec jaune. Une autruche mâle devant la rivière Kobe. Cet hippopotame s'agglutine dans ce marais, alors que les aigrettes tournent autour de lui. 2 rubans roux, genre d'antilope. Un babouin chacmas de Namibie. Le Kwando est une rivière de l'Angola, de Namibie et du Botswana, qui est appelée Lianti ou encore Kobe lorsqu'elle est dans la partie inférieure de son cours, où elle marque la frontière avant de se jeter dans le Zambèze. Navigation sur la rivière Kwando pour un safari en bateau. Nous filons sur l'eau. Un buffle avec un héron garde-bœuf ou encore pique-bœuf. L'aigle pêcheur d'Afrique est une espèce de rapace. Une harde de swam antilope. Les swam antilopes mâles se reconnaissent à leurs cornes. Dans l'eau, les têtes d'hippopotame. Très élégant avec sa robe marron, sa tête blanche ourlée de bleu, le jacana semble marcher sur l'eau. Un monde de marécages. Marécages où les papyrus sont présents. Roseau de papyrus. L'aigle couronne réside dans des bois denses. Oiseau rapace chassant sa proie.
Deux African Chèvres en attente d'une proie. Aigrette ardoisée, célèbre pour sa technique d'alimentation par appui qui consiste à chasser la nourriture dans et sous ses propres ailes déployées et recourbées. Des White-fronted Beater ou guêpiers. Ces superbes oiseaux multicolores se nourrissent de guêpes, abeilles et frelons, d'où leur nom. Le varan du Cap, orné d'écailles au dessin étonnant, est un excellent nageur, mais peut également monter aux arbres. Réel petit oiseau posé sur une branche. Aigle à tête blanche. L'African Jacana à poitrine dorée marche sur les feuilles de nénuphar et d'autres plantes aquatiques. Il se nourrit d'insectes, de crustacés et de coquillages d'eau douce. Route pour le Botswana et découverte de ce camp de Bushmen. Au fond, la rivière de l'Unianti recouvre 900 km² de plaine inondable. Un baobab se dresse au milieu de ce camp. Le fruit du baobab est un super aliment. Ce fruit doit permettre de prévenir les états de grande fatigue. Confection de corbeille pour cette femme. Le tissage de cette corbeille est amélioré par des liens. Intérieur de la case. Pilage du mil. La visite du camp est terminée. Nous reprenons la piste. On remarquera des panneaux de signalisation comme ici à droite. Attention aux éléphants. L'épalisse à gorge jaune est un oiseau de la voûte forestière. Les calaos à bec noir recherchent principalement leur nourriture dans les feuillages et les herbes. Ils se nourrissent de fruits, de grenouilles, de serpents et de petits oiseaux. Les marais de l'Inianti. Sur la berge, un crocodile. Nous utiliserons ce véhicule Safari 4x4 pour la découverte du parc national du Moudoumou. Nous sommes partis. Un dik-dik. Le Kigelia africana, ou arbre à saucisse, ainsi nommé, en raison de la forme particulière de ses fruits allongés. Ce fruit en forme de saucisse n'est pas comestible cru, mais une fois cuit, il le devient. Des zèbres de Bourchel. Quelques antilopes impala près d'un point d'eau. La patate de Numide cherche sa pitance. Une jeune girafe. Une harde d'éléphant. Un coudou femelle. Dans ces hautes herbes desséchées se cache une bête fauve. Un léopard chassé par un orang-outan. L'orang-outan est allé se percher dans cet arbre. Le calao à bec rouge est l'un des plus petits calaos. Les buffles sont les seuls mammifères à présenter une telle variation de taille
de couleurs et de cornes. Tête de buffle, le parc national de Kobe, une harpe de Swamipala, le relier à l'ombrun, très présent au Botswana, marécage de la rivière Linyanti, une pintade mitrée, une des plus abondantes dans ces régions, à nouveau des girafes, les marais de Linyanti avec au fond des buffles. La spatule d'Afrique se nourrit de poissons, d'insectes, de larves qu'elle fait sortir en marchant dans l'eau peu profonde. Un gnou, des chacals à dos noir, des coudous femelles et une termitière. Le repas est présent chez toutes ces bêtes sauvages. Même pour cette girafe où les pique-bœufs à tête rouge trouvent également leur repas sur son cou. Buffle paissant, singe vervé et grand héron blanc. Gnou en train de paître. L'hippopotame passe ses journées dans l'eau et ses nuits à terre. Il est amphibien, mais il se nourrit de l'herbe des prairies. Des hérons à tête noire. Des pélicans blancs, les plus beaux oiseaux aquatiques. Attention, vous mettez les pieds. Ici, un crocodile. Le Botswana compte la plus grande population d'éléphants au monde, estimée à plus de 130 000. Une jeune girafe, un koudou mâle, des crocodiles. Le crocodile adulte peut chasser des petites proies qu'il ne mastique pas. Mais il chasse aussi des mollusques, crustacés et poissons. L'oiseau cigogne noir, dont sa petite tête se termine par un long bec rouge, se nourrit principalement de grenouilles et d'insectes, mais aussi de poissons, de crabes, de petits reptiles, oiseaux et mammifères. Seul le mâle impala porte des cornes en forme de S, pouvant mesurer de 40 à 80 cm de long. Le vautour africain est un vautour de l'ancien monde en voie de disparition. Berbé vervé dans un arbre. La femelle du lion, mammifère carnivore. La lionne se nourrit de 5 kg de viande par jour. Ici, un crâne de girafe. La rivière Linyanti devient plus large et permet la navigation à de plus gros bateaux. Sur les berges de cette rivière, 2 lionnes. Le lionne au pelage tout doux, mais je n'irai pas la caresser. Le vanneau à tête blanche se nourrit d'insectes, des fourmis. Il ingurgite également des vers de terre, des crustacés et de petits poissons. Il est primordial pour les éléphants de prendre un bain de boue en fin de journée. Il enduit son corps de boue, ainsi il emprisonne tous les parasites présents sur sa peau dans une boue épaisse. Avec le soleil, la boue va se durcir et il ira se frotter contre un arbre pour enlever la croûte de boue, chassant tous les insectes emprisonnés. Il a inventé le gommage avant les esthéticiennes. Ces hippopotames pèsent l'herbe. La huppe faciée, bel oiseau migrateur.
Elle picore sa nourriture au sol en trottinant et en hochant la tête. Sa huppe est érectile. Pour approcher les rhinocéros de près, nous sommes accompagnés par des rhino-rangers, groupe de gardes entraînés et lourdement armés qui escortent les rhinocéros dans les aires de pâturage, afin de prévenir des attaques de braconniers. Les rhinocéros sont facilement reconnaissables, avec leur corps massif, leurs pattes courtes et la présence de 2 cornes si caractéristiques juchées sur leur museau. Leurs cornes désormais plus prisées que l'or ou la cocaïne sur leur malédiction. Après un transfert en véhicule 4x4, nous apercevons des vapeurs d'eau monumentales. Elles sont situées sur le fleuve Zambèze. Le fleuve Zambèze se jette avec une puissance colossale sur 100 mètres de hauteur. Un double arc-en-ciel au-dessus des chutes Victoria nous apparaît du côté Zimbabwe. Thierry, nous sommes au plus haut des chutes, le fleuve Zambèze. Ici, un pêcheur prend des poissons des tilipias, mais aussi demande la pièce aux touristes. Nous retournons vers les chutes. Toutes ces traversées se font sous l'eau. Le fleuve le Zambèze se jette dans la cataracte sur environ 1700 mètres de largeur et une hauteur qui peut atteindre 108 mètres. La chute Victoria se situe sur 2 pays, le Zimbabwe et la Zambie. Cette monumentale chute d'eau se jette dans une longue faille et s'échappe dans un étroit canyon. Vue des chutes entre 2 massifs, probable amorce d'une faille au pied de cet arc-en-ciel. Le fleuve Zambèze avant de se jeter dans la cataracte. Nous partons survoler les chutes. Le nuage d'eau pulvérisé par les chutes peut s'élever à 400 mètres de hauteur. Approche des chutes. Vue panoramique des chutes Victoria. Beauté des chutes. Fin de notre voyage.